Aujourd'hui, je vais vous parler du transfert de la stimulation cérébrale profonde du noyau sous-thalamique chez les patients parkinsoniens. Donc, comme j'ai dit précédemment, les patients qui sont concernés sont surtout les patients atteints d'une forme sévère de la maladie avec une implantation bilatérale et une stimulation chronique du noyau sous-thalamique. Donc, il y a des critères d'inclusion. On ne peut pas opérer tous les patients parce que chez certains patients, on peut avoir soit des troubles autres que moteurs, comme des troubles cognitifs, la dépression et certaines pathologies qui peuvent être indépendantes de tout ce qui est moteur. Et donc, on va avoir des critères d'inclusion pour la bonne sélection des malades qui vont répondre à la stimulation cérébrale profonde. Donc, parmi les critères d'inclusion, il y a le premier qui est l'invalidité dans les activités de la vie quotidienne, une résistance à toutes les stratégies médicamenteuses, surtout une réponse de façon stable dans le temps, un bon état général, c'est indispensable, pas de troubles cognitifs ni de dépression. Quand on a opéré au tout début des malades ayant des troubles cognitifs et des dépressions, la stimulation du noyau sous-thalamique a aggravé ces déficits et ces troubles. Donc maintenant, c'est parmi les critères d'exclusion. Quand un malade présente des troubles cognitifs ou dépressifs, c'est un malade qu'on ne va pas opérer. Ensuite, on a une imagerie cérébrale qui doit être dans les normes et une persistance d'une bonne réponse à la L-DOPA. Ce critère est indispensable dans la mesure où la stimulation cérébrale profonde va reproduire plus ou moins les effets de la L-DOPA. Donc, une persistance d'une réponse à la L-DOPA est capitale. S'il n'y a pas du tout de réponse à la L-DOPA, le patient ne va pas être amélioré de façon considérable par la stimulation cérébrale profonde. Après la sélection du patient, la chirurgie est programmée et nous avons au bloc opératoire le O-arm où il y a un scanner qui va nous permettre de suivre la trajectoire des électrodes pendant la descente. Donc, la tête sera fixée au niveau d'un cadre stéréotaxique parce qu'il ne faut pas que la tête bouge. Ensuite, on fait un trou au niveau du crâne, après le calcul bien sûr de tous les paramètres stéréotaxiques, exactement comme ce qu'on fait chez l'animal. Et donc, on va aller faire un trou là où on peut descendre les microélectrodes pour atteindre le noyau sous-thalamique. Donc, le noyau sous-thalamique, c'est une toute petite structure chez l'homme, comme vous le voyez sur l'IRM à droite en bas, avec les flèches blanches. Vous voyez que c'est un tout petit noyau qui a la taille d'un noyau d'une olive. Et à gauche en bas, vous voyez un appareil d'électrophysiologie qui va nous permettre de mesurer l'activité électrique des neurones pendant toute la descente des microélectrodes. Et on va descendre 5 microélectrodes pour explorer l'activité électrique des neurones sur toute la région du noyau sous-thalamique. Donc ici une image de l'OARM, donc c'est une image du scanner qui est fusionné avec l'IRM préopératoire et on voit à droite donc les 5 microélectrodes avec les flèches rouges. Donc ça, ce sont les microélectrodes qu'on est en train de descendre et on a une trajectoire qui est définie avant la chirurgie. C'est la trajectoire théorique que vous voyez avec la boule et le trait jaune. Donc on va suivre en fait l'évolution de la descente pour voir si on est dans la bonne région du noyau sous-thalamique ou pas. Donc ici à droite vous avez la même image IRM et en bas de cette IRM vous voyez une reconstitution de la position du noyau sous-thalamique avec les 5 microélectrodes qui descendent. Et comme vous allez le constater, toutes les 5 microélectrodes ne rentrent pas dans le noyau, donc il y en a ici 3 qui vont traverser le noyau et 2 qui sont à l'extérieur. Donc ça nous permet de visualiser de façon précise si nos électrodes traversent le noyau ou pas. Et à gauche, vous avez l'évolution de la descente des microélectrodes avec l'enregistrement de l'activité électrique, donc tous les traits qui sont rouges, donc ce qui représente des potentiels d'action. Alors au début de la descente, on est dans une zone plus ou moins silencieuse qu'on appelle la zone incerta, où il n'y a pas beaucoup d'activité électrique, mais dès que la pointe des électrodes va rentrer dans le noyau sous-thalamique, vous voyez cet épaississement de la trace rouge, donc c'est l'augmentation du niveau de base de l'activité électrique des neurones. Et une fois
la microélectrode va être en contact avec un neurone, vous voyez la décharge électrique, donc c'est très verticaux qui correspondent au potentiel d'action. Et si vous vous rappelez des cours d'avant, nous avons ici des bouffées de décharge qui sont vraiment typiques de l'activité pathologique du noyau sous-thalamique chez le parkinsonien. Donc on voit ces bouffées qui représentent vraiment la signature physiopathologique de la maladie au sein du noyau sous-thalamique. Et si on regarde la suite, la trace juste en dessous marque la sortie des microélectrodes du noyau, donc qui se caractérise par cette diminution du bruit de fond qu'on enregistre à ce niveau-là. Et une fois dessous, les microélectrodes vont rentrer dans la substance noire réticulée et c'est pour ça qu'on a une petite augmentation du niveau de l'activité de base du cerveau. Donc là, on arrive à identifier la région où on a enregistré l'activité au niveau du noyau sous-thalamique et c'est dans cette région-là qu'on va mettre l'électrode définitive que le patient va garder pendant toute sa vie. Donc, pendant les enregistrements, quand on a des patients qui tremblent, on peut aussi mesurer l'activité des neurones, qu'on appelle des neurones trembleurs, qui vont être en fait synchronisés. L'activité de ces neurones va être synchronisée au tremblement. Donc, on voit à gauche en bas des pics qui correspondent à la détection du tremblement. Donc, chaque pic correspond à un tremblement. Et au-dessus, on a des bouffées de décharge des neurones où on voit très bien la synchronisation parfaite de ces bouffées avec le tremblement. Donc, on peut conclure à partir de là que le noyau sous-thalamique est vraiment impliqué dans la manifestation du tremblement et c'est pour ça que sa stimulation va supprimer aussi le tremblement. Comme on est en train de cibler la zone sensorimotrice du noyau sous-thalamique, on étudie aussi les réponses des neurones au mouvement de flexion ou d'extension du poignet ou de l'avant-bras. Donc, comme on regarde à droite en haut, nous avons le noyau sous-thalamique qui est divisé en 3 régions distinctes. Il y a la région plus ou moins rouge qui correspond à la partie sensorimotrice. Il y a la région associative qui est impliquée dans tout ce qui est cognitif et il y a la partie limbique qui est médiane, qui est responsable de tout ce qui est fonction limbique pour les émotions, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'implanter l'électrode au niveau de la région sensorimotrice, donc rouge, et donc on cherche à trouver des neurones qui répondent au mouvement. Donc là, il y a un exemple d'un neurone où vous voyez que pendant la flexion du poignet, nous avons une augmentation de la décharge des neurones, ce qui est caractérisé par cette bande qui est épaisse, qui correspond aux réponses des neurones. Donc à la fin, quand on a ciblé et surtout quand on a vu où est-ce qu'il y a le noyau sous-thalamique par rapport aux activités électriques, on va aller dans cette région-là et on va maintenant faire des stimulations électriques pendant la chirurgie. Donc, chose que je n'ai pas précisé auparavant, c'est que les patients ne sont pas sous anesthésie générale, ils n'ont qu'une anesthésie locale au niveau de la peau parce qu'on a besoin de leur coopération. Et comme le cerveau est indolore, on peut rentrer des microélectrodes dedans, le patient ne sent aucune douleur au niveau du cerveau. Donc on peut garder notre patient éveillé pour qu'il réagisse avec nous et pour qu'il nous décrive ce qu'il sent pendant la chirurgie et surtout pendant la stimulation. Donc ici on fait des stimulations électriques avec les électrodes qui ont traversé le noyau ou celles qui sont à l'extérieur et comme vous pouvez le voir, on peut déterminer les effets de la stimulation en fonction de la région d'exploration. Donc on voit qu'au niveau du thalamus, on peut avoir des paresthésies, donc c'est des sortes de fourmillements que le patient peut sentir au niveau de la main ou au niveau du pied. Et on a, quand l'électrode est parfaitement au niveau de la partie sensorimotrice du noyau, nous avons une amélioration de la rigidité, du tremblement et de la kinésie. Quand l'électrode est dans la capsule interne, donc à l'extérieur, de façon latérale par rapport au noyau sous-thalamique, on peut avoir des contractions musculaires et plus bas, on peut avoir des déviations des yeux. Donc, à partir de cette exploration, on peut savoir exactement où est-ce qu'on peut implanter l'électrode définitive pour avoir l'amélioration des symptômes sans avoir d'effets secondaires. Donc, une fois fini, on met les électrodes définitives et on stimule le patient de façon chronique quelques jours après la chirurgie. Et la stimulation
a montré une amélioration spectaculaire des symptômes moteurs de la maladie, que ce soit la kinésie, la rigidité, le tremblement de repos. Certains symptômes peuvent résister à la stimulation, en particulier les chutes et les freezing, qui sont très très difficiles à améliorer même avec la L-Dopa. Et comme j'avais dit auparavant, comme la stimulation induit un effet Dopa-like, qui est plus ou moins similaire à la L-Dopa, la stimulation cérébrale profonde améliore surtout les symptômes qui sont améliorés par la L-Dopa. Donc tout ce qui échappe à la L-Dopa échappe plus ou moins à la stimulation cérébrale profonde. Alors, maintenant, on sait que ça marche bien sur les symptômes, mais par quel mécanisme cette stimulation peut marcher, peut induire ces effets positifs? Donc, on pense que ça peut être soit un effet inhibiteur ou excitateur, mais plusieurs expériences ont été faites pour essayer de répondre à la question. Donc, de façon générale, nous avons une inhibition provoquée par la stimulation cérébrale profonde. Et on a, donc, la grande partie des neurones va être inhibée par les neurones du noyau sous-thalamique. Donc, une partie des neurones va être inhibée totalement, comme on voit un blanc entre les activités électriques. Donc, dès qu'on applique la stimulation, c'est la flèche où il y a marqué on voit qu'il y a une suppression de l'activité des neurones, il n'y a plus de potentiel d'action. Donc, il y a une partie des neurones qui vont être complètement inhibés. Et dès qu'on arrête la stimulation, il y a un retour à l'état basal de l'activité électrique des neurones. Et en dessous, on a des neurones qui répondent de façon partielle. Donc, on voit qu'il n'y a pas une suppression totale des potentiels d'action, mais il y a une diminution de la fréquence de décharge qui est très, très importante. Donc, ce qu'on voit en mécanisme de la stimulation cérébrale profonde, c'est quand on stimule à une fréquence de 130 Hz, on peut conclure qu'on a une réduction de l'hyperactivité des neurones du noyau sous-thalamique, donc cette structure qui est ciblée dans la maladie de Parkinson, avec une réduction de l'hyperactivité des structures de sortie des ganglions de la base, la SNR et le GP, donc la substantia nigra reticulata et le globus pallidus interne, ce qui va provoquer une libération au niveau de l'activité des neurones au niveau thalamique et corticaux. Donc, on voit très très bien qu'il y a une augmentation de l'activité au niveau du thalamus et du cortex, et ceci va entraîner l'amélioration des symptômes moteurs.